j'ouvre mon tel et des notifs, je pouvais faire ça à l'infini. Charles, tu penses que je vais mourir? C'est trop facile, mais Squeezie quoi. Ça serait des croisades dans le reste de la France pour imposer le l'échelle nationale. Allez, ça va. Voilà, c'est ça. Oh, on peut plus. Laissez-nous. Il est adorable. C'est un des mecs les plus gentils de ce milieu, vraiment. Waouh, ah, ça a été dit loin. Ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce que t'as déjà pris des pressions ou des menaces Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter? Upster avec Simon Puech. Let's go. C'est bien fait. Ce que vous captez sûrement pas, c'est que ceux qui nous accompagnent sont super jeunes. C'est le dictateur de ce pays-là qui va nous présenter tout simplement son domaine. Asking people, what do you think? You see me arriving like this on the battlefield? My life expectancy. Simon, t'as interviewé des talibans en Afghanistan. Tu t'es fait pote avec un dictateur. T'as infiltré le temps d'une vidéo Les Alcooliques Anonymes, alors qu'à la base, t'as commencé sur YouTube en parlant de jeux vidéo. Ton truc, c'est de mettre en lumière des histoires et des faits de société trop peu visibles. Pour ça, t'enquêtes pour de vrai, tu vas sur le terrain, tu prends des risques et en même temps, tu sais jouer avec les codes de la plateforme. Alors aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours, ton style unique. Est-ce que tu réserves pour la suite? Simon Puech, bienvenue sur Upster. Bah, merci beaucoup, ça démarre fort. Hein. Franchement, je ne m'y attendais pas, mais très bonne description. Merci beaucoup de m'avoir invité. On a un rituel ici, c'est ce qu'on appelle les quick questions. Ouais. Donc je vais te poser les questions. Tu dois pas y répondre. Ok. Tu y répondras à la fin. C'est juste le temps de l'interview, tu peux réfléchir un peu. Si tu pouvais hacker la chaîne d'un autre youtubeur pendant 24 heures, tu choisis qui et tu postes quoi? Le sujet que tu as failli traiter, mais finalement tu n'as pas osé, et du coup pourquoi? Si tu crées ta micronation, c'est où et c'est quoi la première loi? Est-ce que rouler à 300 dans les rues de Tokyo avec la police derrière, c'est la plus grosse peur de ta vie? Est-ce qu'un jour, tu comptes porter autre chose que du blanc, du noir ou du beige? Ok. Est-ce que tu as réussi à retrouver tes vidéos de Pyro sur jeuxvideo.fr? Ok. Et est-ce que tu as racheté un autre combattant rouge depuis Stanislas? Waouh, ah, ça a été dit loin. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors, on y répondra à la fin, mais avant ça, toi, t'es un mec de Bordeaux. Ouais. Un vrai de vrai, fier de l'être. Chauvin, on est forcément Chauvin à Bordeaux. Comment le Simon du collège, du lycée, il occupe ses journées dans la capitale girondine? Bah, en vrai, moi je suis un gros joueur de jeux vidéo. À la base, ma chaîne s'appelait même Le Jeu Vidéal. Donc, comment est-ce que j'occupe mes années collège, lycée en dehors des cours? Déjà, je suis un élève assez studieux dans la mesure où j'écoute les cours. Donc, mon quotidien à l'époque, quand je suis collégien, lycéen, bah, c'est les cours avec un parcours assez droit, quand même plutôt bon élève. Et puis après, en off, c'est les années collège, beaucoup de jeux vidéo. Et puis plus je grandis au lycée, tout en gardant le jeu vidéo comme une passion principale. Bah, tu connais hein, les soirées de plus en plus, les sorties, les boîtes, les festivals, les machins. Donc gros fêtard sur la fin de mon lycée, tout en gardant quand même ce côté jeu vidéo qui plus tard m'amènera à me lancer sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de raconter des histoires? Comment t'en es arrivé à... En vrai, j'ai démarré sur YouTube parce que déjà, je consommais énormément la plateforme. Et il se trouve qu'il y avait une chaîne qui s'appelait la chaîne du canapé. C'était un couple, Oriane et Thomas, qui parlait de jeux vidéo. Et donc, j'avais toujours ce truc en fond de me dire, voilà, je faisais des vidéos, tu l'as mentionné dans tes questions au début, c'est bien vu, sur jeuxvideo.fr où je filmais un peu à l'arrache mon écran en parlant de jeux vidéo et tout. Voilà, et en fait, je me suis toujours dit, bon, il y a peut-être un jour où je vais me lancer sur YouTube, tenter un truc, et je vais essayer moi aussi de parler de jeux vidéo parce que j'avais cette envie de partager des jeux que je trouvais super, et le premier, ça a été Hotline Miami. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler? Je sais pas. Est-ce que ça a un lien avec le fait que j'ai fait du théâtre étant plus jeune? Peut-être. Juste, je sais pas, je voulais partager, j'avais aucune connaissance audiovisuelle vraiment. Les premières vidéos, c'est un iPhone posé sur mon étagère dans ma chambre. Voilà, je me suis dit, qui ne tente rien à rien, je m'ennuyais, hein, vraiment. La première vidéo, elle est sortie en janvier 2016. Et vraiment, ça vient du fait que je m'ennuyais, que j'étais à peu près à l'aise avec la prise de parole en public, avec le fait que j'avais fait du théâtre plus jeune. Et puis voilà, après, ça a fini par prendre un peu avec de la chance et puis du taf, et voilà quoi. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu publies ta première vidéo Ouais, je m'en souviens à l'époque. Tu flippais un peu? Bah, je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Je flippais pas de bider parce qu'a priori, quand tu mets ta première vidéo sur YouTube, tu sais que ça va pas être le succès de l'année. En fait, le premier truc, c'est que j'ai posté ma première vidéo, on était en 2016, donc j'avais 19-20 ans.
Le truc qui me faisait le plus stresser, c'était davantage le regard de mes potes qu'autre chose. Tu sais, le genre, t'as toujours une appréhension du clash de tes potes, genre, ouais, vas-y, ok, Squeezie, c'est bien, tu vois, genre, un peu qui te faire chambrer. Et ça n'a pas loupé, hein, ils m'ont chambré et tout. Et puis aujourd'hui, ils sont en mode, bah, GG, c'est toujours comme ça. Quand tu démarres, tes potes vont être les premiers à te mettre des petits tirs, jamais méchants, mais à la longue, je puisse comprendre que ça puisse faire peur. En vrai, quand ça marchera, si ça marche pour vous, ils seront les premiers à vous féliciter. Et puis, ça n'a jamais été dans un mauvais sens. Et au final, même s'ils m'ont chambré, mes potes ont quand même fait l'effort de partager un peu à l'époque en se disant, bon, ils y croyaient pas trop dans le fond, mais ils étaient en mode, bon, on va partager quand même parce que c'est un pote, on va voir ce que ça donne. Et puis surtout, la première vidéo, la première fois que je l'ai postée, comme je vivais encore chez ma mère, je l'ai montré à ma mère. J'étais voir ma mère, dit, regarde, j'ai fait ça. Elle a regardé en disant, ok, c'est sympa, elle y connaît rien à l'audiovisuel, elle était claire de notaire, mais elle m'a dit, ok, c'est bien, bon, fais ce que tu as à faire, tu vas fais ton truc. Amuse-toi dans ton voilà, coin. tu fais tes études en parallèle, moi je m'en cogne quoi. Et puis voilà, donc je poste ça, ça fait pas beaucoup de bruit, normal. Mais ouais, je m'en rappelle très bien. La première vidéo, elle est un peu restée dans l'ombre, quoi, tu vois, normal. Quand est-ce que tu décides de te diversifier, d'aller approcher peut-être d'autres thèmes? Ouais. Est-ce que c'est venu assez vite? En fait, le truc, c'est que donc, je commence le jeu vidéo, je parle le jeu vidéo, et puis je vois bien que, comme je te dis, en termes de vues, ça va jamais exploser si jamais je fais rien, quoi. Donc, il se trouve qu'à l'époque, il y a Doc7, William, qui est devenu un copain entre-temps, qui a des intros où il partage des créateurs. Je crois qu'à l'époque où je le contacte, il doit avoir dans les 800 000 abonnés, un truc comme ça. Il me dit, ok, bah, j'ai vu ce que tu fais, j'aime bien. Objectivement, c'était nul. Il a été très gentil, mais il me dit, j'aime bien. Je te partagerai un de ces 4, envoie-moi ton intro de 14 secondes et je la mettrai dans mes intros à moi de vidéos, ce qu'il appelait les Salut Internet. Salut Internet, je m'appelle Simon. Je tiens la chaîne du jeu vidéo. Il y a plein de gens qui sont passés par là, hein. Fabien Olicard est passé par là. Salut Internet, je m'appelle Fabien Olicard, je suis mentaliste. Hugo Décrypte est passé par là. Enfin, on a oublié, mais les Salut Internet de Doc7, ça a été un vrai truc qui a poussé beaucoup de Je monde. crois que c'est comme ça que je t'ai découvert. Bah, tu vois, je passe exactement de 191 abonnés à peu près 28 000 en 48 heures. Donc ça, en fait, ça a été l'étincelle qui a lancé le truc. Comme j'ai un peu plus d'audience, je me dis, bah, faut un peu que j'augmente en gamme ma production, que le format évolue à mesure que la chaîne grossit. Et on arrive en fait forcément à un moment où les épisodes demandent vraiment de la prod, puisque moi j'ai voulu que ça monte en gamme. Et je suis là à sortir de moins en moins de vidéos parce que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait de la mise en scène, que je sorte de chez moi. Il y a un épisode de Red Dead Redemption où on a été dans le désert des Bardenas en Espagne. Bref, donc les jeux vidéo, il y en a de moins en moins parce qu'ils demandent de plus en plus de prod. Donc je me dis, je vais faire un format court qui va pas me prendre trop de temps, que je vais pouvoir caler entre les jeux vidéo pour justement quand même continuer d'alimenter la chaîne. Et je vais faire un truc très court là, qui s'appelle Chrono, qui dure 3 minutes. Les 2 premiers chronos sont vraiment très axés jeux vidéo. Et à l'époque, je me dis, bon, si je fais des chronos qui sont que axés jeux vidéo, des trucs très très courts, très rythmés de 3 minutes, je vais vite avoir fait le tour de ce que je peux dire dans le jeu vidéo sans m'étaler plus de 3 minutes. Donc, je décide de diversifier Chrono à autre chose que juste du jeu vidéo et de faire un peu plus des sujets de société. Du coup, t'as cramé ma question d'après sur... T'as ressenti une vraie différence sur les stats quand t'as eu le coup de pouce de Doc7. Tu m'as dit de 900 à... J'ai une anecdote, je me rappelle, en gros, il me dit, je te ferai passer un de ces 4, envoie-moi ta vidéo de 14 secondes pour mon intro, je te ferai passer un de ces 4. Ok. C'est peut-être un mois et demi après qu'il me dit, écoute, il me dit quasiment ça, du jour pour le lendemain, il me dit, bon, je sors la vidéo où tu vas être le Salut Internet après-demain, je crois. Il me dit juste, désactive le lien entre les notifs et les mails parce que ça va pas être possible. Je dis ok. À l'époque, j'allais à une salle de sport. Bref, le soir où ça a lieu, je mets mon téléphone en silencieux dans mon sac de sport, dans les vestiaires et tout. Je vais faire mon sport. 1h30 après, je sors, j'ouvre mon tel et des notifs, je pouvais faire ça à l'infini. Ça n'avait aucune fin. Et je te dis, ouais, en 48 heures, j'ai peut-être pris 28 000 abonnés. C'est rigolo encore aujourd'hui. Quand je regarde sur mes statistiques YouTube les pics d'abonnés et tout, t'as vraiment plat. Une montagne et puis après c'est normal, tu vois, mais tu vois encore vraiment la grosse pique. C'est rare de prendre 14 000 personnes en une journée et 28 000 en 2 jours. En fait, je le dis toujours, c'est pas à lui que je dois ensuite le travail et la chance qu'ils ont, mais c'est lui à qui je dois le fait d'avoir continué, parce que probablement que j'aurais continué à faire des vidéos peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça n'aurait jamais pris, ça m'aurait tapé sur le système et je serais parti faire autre chose. William, ça a été l'étincelle qui m'a dit continue ça quand même, il y a peut-être un truc à faire. Un petit déclencheur. Voilà, c'est ça. Ensuite, à la nif d'un pote, tu rencontres Charles Villa. Ouais. Tu te retrouves un peu du jour au lendemain à aller au Tchad. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et est-ce que tu peux nous expliquer
potentiellement si elle a influencé ta suite sur YouTube? Ouais, bien sûr. En gros, je me retrouve, je vis à Bordeaux, mais j'ai fait un peu plus d'1 an et demi à Paris pour des stages et des machins, et je me retrouve à l'anniversaire d'un pote à Malakoff, et il y a Charles, donc qui était grand reporter pour Brut. Il me dit ouais, j'ai déjà vu ce que tu fais, j'aime bien. Avec Brut en ce moment, on réfléchit à emmener des créateurs d'internet sur des terrains auxquels ils n'auraient pas été sans nous, et voilà, c'est pour donner un aspect un peu plus influence au contenu journalistique. Voilà. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Ouais, carrément. Je lui file mon numéro, il m'appelle 2 semaines après, il me dit écoute, il y a un sujet de malnutrition infantile sévère aiguë au Tchad, donc des enfants qui meurent de faim, c'est une grosse crise et tout, c'est pas un sujet très dangereux, mais est-ce que tu veux venir? Je dis vas-y carrément. Donc de là on fait ce doc. Moi c'est ma première expérience de terrain à l'étranger pour de la vidéo. Avec Charles on s'entend très bien. C'est aujourd'hui un copain et donc je me dis ok, en fait c'est pas non plus sorcier de faire des sujets de terrain, voilà, et puis plus tard j'irai tout seul en Ukraine, plus tard j'irai tout seul en Afghanistan et récemment en Syrie. Mais oui, Charles, ça a été la démystification du terrain, la démystification de voilà, tu peux aller interviewer des gens, tu peux te déplacer, il y a rien de secret non plus, et puis surtout ce goût-là à le faire, quoi, parce que jusqu'ici quand je faisais des sujets un peu plus de société plus longs que les chronos, in fine je restais quand même chez moi dans mon bureau à aller dig des trucs sur internet, et là c'était à aller prendre de l'info directement sur place. Ouais. Tu as continué longtemps à bosser en freelance en parallèle de ta chaîne YouTube. Est-ce que c'était par souci financier ou c'était aussi du kiff? Alors ça a été les deux en fait. C'est-à-dire que quand j'ai terminé, donc j'ai un master 2, quand j'ai commencé à arriver sur le milieu de mon master, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai Red Bull France qui m'a contacté à l'époque et qui me disent salut, on va monter une chaîne YouTube à l'époque qui va parler de rap français. C'était l'époque où le rap français sur YouTube était en fond de 5e, je pense à des chaînes comme Le Règlement et tout qui étaient en train d'exploser. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Et il dit voilà, on va parler de rap français sur YouTube et on cherche quelqu'un pour nous conseiller. Donc on est en train de sonder des créateurs. Est-ce que ça pourrait être branché? Le salaire était intéressant, c'était un mi-temps, donc ça me prenait pas, c'était en freelance et ça me prenait pas tout mon temps. Donc en fait pour moi c'était le chemin parfait pour commencer à être indépendant et ne pas avoir à trouver de CDD, CDI à la fin de mes études, et en même temps continuer d'être dans un cercle YouTube. Donc la chaîne dont vous avez peut-être déjà vu des émissions Rap Jeu, Red Bull Banks. Je suis Mehdi Maizy et tu regardes Rap Jeu, le meilleur jeu rap au monde. En fait j'ai été au conseil de cette chaîne pendant des années et des années et des années. Et puis quand Red Bull a commencé à perdre en intensité parce qu'eux-mêmes avaient d'autres priorités que les chaînes YouTube, où le rap s'est tassé, etc. En fait, c'est là où moi, ma chaîne, pour le coup, ça y est, c'était lancé et je faisais un bon chiffre d'affaires et tout. Donc, vraiment, études, passerelle Red Bull, ma chaîne YouTube. C'est bien goupillé. Ça s'est parfaitement goupillé. Et encore aujourd'hui, je connais des gens chez YouTube, chez Red Bull France et tout. Et je suis ultra reconnaissant pour la passerelle qu'ils m'ont permis de faire, quoi. Donc, après ça, et même un peu en même temps, tu t'es rendu dans pas mal de zones de conflit. Ouais. Comment toi, personnellement, tu ressentais ces tournages? Évidemment, c'est des vidéos qui sont différentes des autres. Comment toi, tu les vivais? Alors, j'aime bien dire que je fais toujours des terrains tièdes. C'est-à-dire que ce que j'appelle un terrain froid, c'est la France, l'Argentine, la Chine. Il n'y a pas de gros risques, quoi. Les terrains très chauds, c'est le Yémen, l'Ukraine maintenant, Gaza, ça c'est du terrain chaud. Et puis il y a les terrains tièdes, il y a l'entre-deux. C'est-à-dire que moi, quand je vais en Ukraine, ça se tire dessus, mais Poutine n'a pas encore relancé l'assaut, donc à moins de marcher sur une mine, t'as pas un risque de mort aussi violent que ça l'est maintenant. Quand je vais en Afghanistan, les talibans ont repris le pouvoir depuis 6 mois. En tant qu'Européen, a priori, comme ils veulent se faire bien voir de l'Occident, tu risques pas grand-chose. Quand je vais en Syrie, je vais dans la région kurde, qui est très loin d'être la plus tendue. Donc je fais des terrains tièdes. Par exemple, Camille Reporter ou Charles Villa, eux sont du terrain chaud. Ils vont, quand les drones FPV, ils t'explosent dessus. Donc voilà, moi je suis un peu l'entre-deux. Pas le vraiment casse-cou, mais pas celui qui se contente juste de terrain très calme, c'est le terrain tiède. Malgré tout, ça m'empêche pas d'être stressé, hein. Et c'est rigolo parce qu'on en parlait avec Charles, à chaque fois que je vais sur une expédition à droite à gauche, tu peux être sûr que la semaine d'avant, j'appelle Charles pour dire « Charles, tu penses que je vais mourir ?» Et il me dit « Non, t'inquiète, c'est bon, ça va aller. Bon, moi, je te laisse, il faut que j'aille sous les AK-47. » À chaque fois, on a cet appel avec Charles qui est très drôle. Là, je reviens de Syrie. Une semaine avant, je dis « Charles, la Syrie ?» Il me dit ah, « C'est bon, t'inquiète. » Donc oui, effectivement, t'as toujours un stress avant. Et c'est assez particulier parce que à chaque fois que j'ai stressé avant ces sujets-là, donc je pense entre autres Syrie, Afghan et Ukraine, une fois que tu arrives sur place, en tout cas dans mon cas, tu te rends compte que la réalité est dangereuse, mais il y a des milliers, des millions de personnes qui vivent sur place, la situation que toi tu vas connaître pendant une semaine, eux c'est leur quotidien depuis certains des années, donc
c'est pas désacralises, mais tu dédramatises la dangerosité. Ça veut pas dire que c'est un camp de vacances, hein, mais tu dédramatises la dangerosité de ce que tu vas vivre. Et du coup, ça te permet, en tout cas moi, souvent de travailler plus sereinement, de me rendre compte que bon, bah, je me suis un peu monté la tête en épingle tout seul. Ça l'a fait pour les 3 fois où j'étais sur des terrains comme ça. Et puis après, c'est des sujets qui, quand tu les postes, tu mesures beaucoup plus ce que tu vas dire parce que bah, y a des vies en question, en jeu sur le terrain. En Afghanistan, la situation des femmes est ultra préoccupante. En Syrie, le sort kurde et puis les rivalités avec la Turquie s'est tendu. Et en Ukraine, à l'époque, évidemment, il y avait des questions sécuritaires parce que, et ça s'est confirmé quelques mois après, la Russie pouvait réattaquer à tout moment. Donc c'est effectivement des sujets particuliers où je m'impose un stress un peu plus lourd que pour les autres, quoi. On parle du coup beaucoup d'escalade sur YouTube. Ça marche dans la prod au niveau des contenus divertissement. Est-ce que ça marche aussi d'un point de vue éditorial sur des sujets plus journalistiques comme le tien? Est-ce que parfois tu n'as pas peur de justement pour que les sujets niches un peu que tu vas traiter ou les faits de société que tu vas traiter, tu as besoin d'aller vers le prisme le plus dangereux ou le plus sensationnel, on va dire, spectaculaire. Non, mais tu as complètement raison. C'est une réflexion à un moment que j'avais eue, notamment en revenant d'Afghanistan. Je m'étais dit, en plus l'Afghanistan a particulièrement bien marché comme vidéo, je m'étais dit, faut pas non plus que je me mette la main dans, je vais toujours me mettre plus en danger pour plus de vues, c'est pas ce que je veux devenir. Et au final, quelques mois après, la corrélation que j'étais en train de me faire tout seul dans mon esprit de le plus dangereux, le plus de vues, a été complètement détruite. Parce qu'au final, la vidéo la plus vue de la chaîne aujourd'hui, c'est qu'est devenu Swagman, alors que c'est une vidéo, tout ce qu'il y a de plus entertainment classique et tout machin. Et là, récemment, j'ai été en Syrie, la vidéo a bien marché, mais n'a pas fait un score phénoménal non plus. Donc, j'ai fini par comprendre de moi-même que c'est pas ce que je voulais que de devenir cette caricature de je me mets le plus en danger pour avoir le plus de vues. Et puis de deux, ça se confirme, c'est pas forcément une règle d'or en termes de statistiques. Non, par contre, en termes de c'est pas tellement dans les sujets que je vais choisir, davantage que tu le disais, dans la production que je vais essayer de devenir de plus en plus poussif, puisque maintenant, un sujet qu'à une époque, j'aurais fait uniquement dans mon bureau en allant diguer des trucs sur Internet, comme aurait pu l'être la vidéo sur les disparus que j'ai sorti récemment, maintenant je vais m'imposer quand même de faire du terrain, d'aller me déplacer, là entre autres dans celle-là, dans les Vosges s'il faut et tout. Maintenant même pour des sujets juste histoire, qui peuvent être très facilement faits à partir de sources web, je vais quand même essayer de faire du terrain, de trouver une manière d'amener ma propre caméra quelque part. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que je pousse le truc, mais c'est beaucoup plus sain que le délire de se dire ok, le plus dangereux, le plus de vues, ce qui encore une fois est faux et n'est pas ce que je veux faire, quoi. Est-ce que du coup c'est les formats courts qui te permettent un peu de temps en temps, il y a un sujet qui t'intéresse et sans avoir besoin d'aller sur le terrain ou d'aller plus, d'ajouter une touche supplémentaire avec tes propres images ou de traiter un sujet dont tu as envie de parler? En fait, il n'y a même plus vraiment de sujets courts sur ma chaîne, c'est-à-dire que tu as ce que j'appelle les gros formats, c'est donc une vidéo que je sors une fois par mois qui sont des vrais trucs avec du terrain ou alors des interviews, de la 3D, de la 2D et tout machin. Il y a les formats très courts qui sont les shorts. Ouais, je parlais des shorts. Ah, voilà. En fait, les shorts, c'est encore différent. Les shorts, la logique, elle est de se dire, bon, c'est une manière d'alimenter la chaîne. Et puis, c'est surtout quand je tombe sur des fun facts, des trucs de culture générale, des sujets intéressants, mais qui seraient beaucoup trop courts pour en faire une vidéo que je pourrais tenir 25 minutes, une demi-heure. Je me dis, je vais en faire un short. Connais-tu les réglementations les plus stupides de France? En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est de l'anecdote, du fun fact, de la culture G, qui n'est pas exploitable pour du 20 minutes ou d'une demi-heure. J'en fais un short. Et puis après, quand il est question de react à l'actualité bouillante, ça je le fais sur Twitch. Okay. Je suis en live 2 fois par semaine, le mardi de 10 à 13 et le vendredi de 13 à 16. Et là, c'est de la revue de presse. Et là, je me permets sur 3 heures à chaque fois de react vraiment à l'actu bouillante, sans forcément avoir besoin de giga dig toutes les moindres informations et tout. En fait, en live, je découvre un peu des sujets en même temps que mon chat. Et on essaie de comprendre un peu l'actualité mondiale. Donc voilà, j'ai ces 3 pôles de format, grosses vidéos, shorts et live, qui me permettent un peu d'être partout sans avoir l'impression que quelque chose me file entre les doigts, quoi. Okay. Est-ce que tu as du kiff sur les 3 ou est-ce que, par exemple, les shorts, tu le fais plus par nécessité des plateformes algorithmiques un peu, ou tu prends du plaisir quand même à... J'adore parce que, encore une fois... j'apprends, en fait moi-même j'apprends des trucs, quoi. Tu vois, quand je fais des shorts, ça me permet d'aller sur de la petite anecdote, du petit croustillant que j'aime bien. J'apprends des trucs, quoi. Donc à partir du moment où moi j'apprends des trucs, ça me fait plaisir. Et non, le shorts, on peut se permettre d'avoir un ton un peu plus marrant, un peu plus sympa des fois que les grosses vidéos YouTube. Sur Twitch, je m'éclate avec le chat, j'ai mes habitués, c'est très drôle. On est un petit paquet maintenant en plus.
Et mes vidéos YouTube, les grosses, c'est ce que je préfère faire. Non, il n'y a rien où je me dis ah non, il faut que je le fasse obligatoirement, c'est chiant. Ok. Non, vraiment, tout me fait plaisir. Trop bien. Ouais, de ouf. Depuis quelques années, tu fais des enquêtes, tu digues pas mal. De temps en temps, tu vas titiller un peu à droite à gauche. Est-ce que tu as déjà pris des pressions ou des menaces Bien sûr, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter? Ah ouais, bien sûr. Alors, à chaque fois, c'est des sujets un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai eu de rigolo quand j'ai été en Ukraine à l'époque à la base, je voulais faire les Ukrainiens et les milices pro-russes de l'autre côté. Sauf que le Covid est tombé entre temps. Les régions séparatistes russes ont empêché qu'on puisse aller chez elles facilement. Il fallait passer par la Russie, c'était chiant. Donc, j'ai fait que le côté ukrainien. Et à l'époque, j'avais eu, même si j'avais voulu avoir la vidéo la plus tranquille possible en termes d'orientation, j'avais eu énormément de pro-russes qui étaient venus me dire que j'étais un vendu, machin. La vidéo à l'époque était sponsorisée par Rhinoshield. Je me souviens d'un article dans un média pro-russe bidon qui était sorti, qui les accusait d'être des vendus au grand capital occidental américain. Ils m'ont juste donné de l'oseille pour que je parle de leur coque de téléphone, vraiment buvez un verre d'eau quoi. Donc ouais, après l'Ukraine, j'ai eu des pro-russes qui m'ont tapé sur les doigts. Qu'est-ce que j'ai eu après la vidéo sur la scientologie? Ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas eu de retour de la scientologie. En revanche, j'ai eu une menace de plainte d'une autre secte coréenne, je sais plus le nom, qui m'ont dit qu'on voyait un extrait de leur rassemblement à la con, donc ils allaient me poursuivre et tout, machin. Donc j'en ai eu quelques-uns, ça arrive souvent. Après, est-ce que ça s'est vraiment concrétisé? Genre, je me fais saccager ma caisse, on me braque ou quoi? Non. Pas de poursuite judiciaire? Non, pareil, quand j'ai fait la vidéo sur Swagman, c'est rigolo. Il était venu me mettre un. Donc, j'explique que Swagman est un escroc et tout. Il était venu, je sais pas si le commentaire est encore, mais il était venu me mettre un commentaire en dessous, écrit comme il parle, à base de je vais te faire un procès, rira bien qui rira le dernier. Et bref. Sérieux? Ah ouais, il était venu me menacer et tout. In fine, il n'y a rien eu. Mais oui, ça m'est arrivé d'avoir des menaces et tout. Maintenant, ça s'est jamais concrétisé dans des trucs très graves et je touche du bois que ça n'arrive jamais. Ok. Ouais. En septembre, tu as fait une vidéo du coup Fit and Fun avec Joyka et Natou. Ouais. Simon, Joyka, Natou. Vous êtes tous les trois réunis ici pour résoudre une enquête. Est-ce que c'est un truc qui toi t'a fait kiffer? Est-ce que c'est une volonté de toucher un autre public? Est-ce que tu pourrais le refaire à l'avenir? Alors c'est les deux, c'est-à-dire que en fait on s'est rencontré avec Joyka sur un tournage, il est adorable, c'est un des mecs les plus gentils de ce milieu, vraiment Joyka est adorable. Natou pareil, on s'est rencontré dans les coulisses de Popcorn, un amour. Et en fait j'avais cette volonté, exactement ce que tu as dit, d'essayer d'élargir un peu, parce que j'avais une frustration, c'était de me dire mes vidéos elles se prêtent quand même mal à inviter des gens, c'est un peu chiant. Donc je voulais faire un truc qui permette d'inviter des gens. Donc ce format tel qu'il est sorti sur la chaîne a évolué, ça a été des mois et des mois de réflexion, ça a changé, ça devait être beaucoup plus pédagogique que ça ne l'est, là c'est vraiment du divertissement pur. Donc en fait on a tâté, quoi, c'était un peu voilà. Moi j'ai adoré le tournage, j'ai vraiment Joyka encore une fois drôle, sympa, Natou pareil. Les résultats ont été plutôt bons, évidemment Joyka fait des millions de vues très facilement, Natou c'est pareil, donc les résultats ont été là, j'étais content des stats. Et puis on s'est posé la question avec ceux avec qui je travaille, mes agents, le co-auteur Guillaume qui a bossé sur le sujet et tout, est-ce qu'on referait pas du Fit and Fun? Mais en fait ma volonté ça a toujours été d'essayer, et on a un peu échoué avec ce format là, d'apprendre des choses aux gens. À la base ce format là ça devait être beaucoup plus une enquête et pas juste une espèce d'interrogatoire, ça devait être beaucoup plus une enquête où on apprend les méthodes d'investigation, mais pour des raisons de prod c'était trop dur à faire, donc on a vraiment un truc très divertissement. Et là on a trouvé, je pense, et juste avant d'arriver j'étais en discussion vis-à-vis de ce format là qui devrait arriver, on a trouvé avec un co-auteur et mes agents un truc qui pourrait justement se prêter à du divertissement tout en apprenant des choses aux gens. Et donc ouais, il va de nouveau y avoir une ou deux vidéos sur la chaîne beaucoup plus prodées, beaucoup plus fit and fun, mais où on apprendra davantage de choses que cette première tentative là dont je suis très content. Mais voilà, on va pousser le curseur plus dans l'apprentissage tout en se marrant toujours. Donc ouais, c'est un truc que je vais refaire. Ouais. Tu saurais dire d'où vient, là même dans un truc plus divertissement, tu as quand même envie de mettre une patte pédagogique. Est-ce que c'est ce que tu consommais toi sur YouTube à la base et qui t'a donné envie d'aller dans cette direction-là? Est-ce que, je sais pas, petit, t'étais particulièrement curieux En fait, je me dis que le divertissement sur YouTube, il y en a pur, je veux dire, il y en a déjà énormément. Il y a des mecs beaucoup plus drôles que moi surtout, mais non, tu vois, en fait, ça c'est aussi relié à ce que moi je regarde, quoi. Je veux dire, dans le divertissement pur et dur sur YouTube, je dois regarder peut-être 2 vidéos sur 3 de Squeezie, j'allais dire Lucas, mais de Squeezie. Je regarde Joyka de temps en temps. Natou de temps en temps justement, mais tu vois le reste du divertissement, Jilcy, Mastu, tout ça, je regarde pas, c'est pas un contenu que je consomme, donc à partir du moment où moi je le consomme pas, je me sens pas de le faire moi-même, et encore une fois ils sont beaucoup plus drôles que moi, donc je me dis je vais sûrement faire un truc où
bah, je vais amener ma patte, c'est-à-dire on va apprendre des choses, quoi. Donc autant essayer de trouver un hybride entre eux et moi avec un truc beaucoup plus informatif. Et du coup, c'est cette espèce de... mon co-auteur avait trouvé un terme que je trouvais marrant. Il y avait fit and fun et lui il avait dit fit and think. Genre tu vois, c'était un peu genre un truc sympa, mais à la fin tu sors de là, on t'en dit ok c'était gaulerie. Et putain en plus je savais pas que ça marchait comme ça tu vois. C'est un peu ce qu'on aimerait essayer de faire. Trouver un entre-deux qui comble tes deux envies. Ça fait bientôt 10 ans que tu as sorti ta première vidéo. Ouais. Comment est-ce que tu te vois encore créateur dans 10 ans et est-ce que tu as une vision un peu long terme ou pour l'instant tu fais ce qui te fait kiffer sur les 3 plateformes, ce qu'on disait, les 3 formats, live, short et grosse prod YouTube, grosse vidéo YouTube. Est-ce que tu as une idée de l'avenir? Alors, pour le moment, c'est en vrai un métier où je m'épanouis, j'apprends des choses, où je gagne bien ma vie. Et qu'est-ce qui me ferait changer, tu vois? Donc là, je sens pas de lassitude du tout. Donc non, moi je me vois faire ça le plus longtemps possible, tant que les gens ça les intéresse. Moi je suis pas prêt de toi t'es dans le kiff voilà, et tu t'amuses c'est ça exactement. Let's go. Est-ce que t'as des projets un peu excitants qui arrivent? Ouais, est-ce que tu peux vite fait nous en parler ou pas du tout? Ouais si bien sûr. Donc à l'heure où on se parle, vous aurez déjà vu l'interview d'un ex-Yakuza que j'ai tourné en octobre ou en novembre au Japon. Donc il y a ça qui arrive, c'est une grosse interview très cool. Vous verrez le gars est adorable en face, il a vraiment un air très sympa, mais il est là, oui, bah, je brisais les genoux des femmes avec des battes de baseball parce qu'elles payaient pas leur crack en fait. Donc, là, ok, super. Donc non, il y a cette interview qui arrive là. J'ai un tournage fin mai au Canada pour un sujet assez ouf qui n'existe pas en Europe, mais je ne vais pas trop en dire plus. Et puis après, j'ai ce format un peu fit and sync là, que j'essaie de créer. On est en train de voir aussi avec des co-auteurs et tout pour essayer d'avoir un format un peu plus professionnalisé sur Twitch aussi, mensuel. Donc il y a plein de trucs dans le schmilblick. Mais ouais, non, je suis pas à court d'idées. Là, maintenant, c'est une question de temps surtout. Okay. Mais non, les idées, il y en a plein. On va revenir sur les questions du départ, si tu le veux bien. Oui. Si tu pouvais hacker la chaîne YouTube d'un autre YouTuber pendant 24 heures, ce serait qui et tu posterais quoi? C'est trop facile, mais Squeezie quoi. C'est le plus gros, hein, c'est le daron chez nous. Donc non. Et je posterais quoi? Et bien justement, un espèce de format peut-être fit and fun où tu apprends des choses aux gens pour essayer de voir si ça mordrait à grosse échelle. Okay. Tu vois, parce que lui, il fait du divertissement pur. Donc peut-être un truc justement où un format où on reste dans sa ligne éditoriale, donc très divertissement, mais et si je vous amène du savoir au passage, est-ce que ça vous plaît pour prendre la température pour moi-même? Ok, belle strat. Tu vas chauffer chez les autres, très bon. Si tu crées ta micronation, ce serait où et ce serait quoi la première loi? Alors, ça serait à Bordeaux évidemment, et ça serait pas une loi, ça serait des croisades dans le reste de la France pour imposer le mot chocolatine à l'échelle nationale. Allez, ça va. Voilà, c'est ça. On peut plus. Laissez-nous. Le sujet que tu as failli traiter, mais finalement tu n'as pas osé, et pourquoi du coup? Je sais pas, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je réfléchis, que j'ai pas osé. En fait, il n'y a pas vraiment de sujet que j'ai pas osé traiter. Il y a plus des sujets qui malheureusement, parce que en fait c'est ça le piège un peu des fois dans ce métier, c'est que tu t'auto-censures, non pas pour des raisons dangereuses ou quoi, des fois tu t'auto-censures parce que tu te dis ça va pas intéresser grand monde. Donc il y a des fois où j'y vais quand même malgré tout en sachant que ça fera pas de vue, typiquement les thérapies de conversion, donc des personnes qui sont homosexuelles et on essaie de les rendre hétéros, etc. C'est un sujet que je savais mort dans l'œuf, que ça allait pas faire de vue, mais c'était important qu'il fallait le faire. Il y a un sujet que j'aimerais faire depuis longtemps, c'est sur l'hôpital public et l'état de l'hôpital public en France et tout, mais pareil, dur d'intéresser les gens à ça. Donc en fait il y en a plein, j'ai pas particulièrement incité, mais il y a plein de sujets que j'aimerais faire, mais je me dis j'ai pas encore trouvé le bon angle pour que ce soit suffisamment catchy pour intéresser les gens à ça. Donc il y en a quelques-uns. Mais c'est juste comment j'arrive à rendre ça sexy, entre guillemets, YouTube friendly, tu vois. Moi c'était ta vidéo sur les alcooliques anonymes, où tu mentionnes ton expérience perso et tu parles de l'alcoolisme mondain, et ça m'avait pas mal ouvert les yeux sur moi et mes potes, mais sur plein de gens qu'on peut voir au quotidien. Est-ce que ça, tu as hésité un peu à le faire avant même d'aller aux alcooliques anonymes Alors là-dessus, tu vois, il n'y a pas trop eu d'hésitation sur le sujet. En revanche, il y en a eu sur le titrage, par exemple. Tu vois. Aujourd'hui, la vidéo a changé de nom. Au début, elle s'appelait, comme tu l'as mentionné dans tes fiches, J'infiltre les alcooliques anonymes. Ouais, j'hésitais. Parce que c'était plus sexy, entre guillemets, c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est vrai,
que j'intègre les alcooliques anonymes. Le infiltre, il y avait. Je rejoins même, je crois. Ouais, je rejoins les alcooliques anonymes, c'est ça. Le j'infiltre, il y avait un côté où quand tu tombes sur la miniature, tu te dis attends, il a vraiment fait ça dans leur dos, tu vois, et du coup tu te dis ok, je vais cliquer. Mais en même temps, à quel point c'est irrespectueux vis-à-vis des personnes en question. Donc dans ces sujets-là, souvent ce que je fais, c'est que je demande aux principaux concernés. Est-ce que ça vous dérange si pour des raisons d'aguicheur, je mets ce mot au lieu de ça, et là entre autres ceux que j'avais été voir m'avaient dit non, pas de souci, on comprend très bien, donc ça avait été j'infiltre. Mais des fois c'est pas tant le sujet qui me fait cogiter davantage que les minia ou le titre. Ouais, les minia ou le titre. Comment est-ce que un autre exemple comme ça, j'ai fait une vidéo sur un concierge d'ultra riche. C'est une interview, tu vois, il a été adorable de me répondre, il a été super carré, l'interview est trop bien. Mais moi, pour vendre la miniature, il faut que je joue sur les clichés. Enfin, pour vendre la vidéo, il faut que je joue sur les clichés. Donc, la miniature, fallait que je mette un mec un peu bedonnant, un cigare qui se fait servir de la cocaïne par une dame en petite culotte, tu vois. Mais c'est pas ça son métier en vrai. Ça, c'est le côté hardcore, horrible de ça. Mais bon, c'est la miniature, il faut jouer là-dessus. Donc, pareil, je lui ai demandé est-ce que ça te dérange et tout. Il m'a dit c'est pas vraiment ce que je fais, mais je comprends la logique et c'est ok. À chaque fois, j'essaie de consulter quand même les personnes en leur disant est-ce que ça vous va si on fait ça. Et je leur présente toujours c'est les règles du jeu, malheureusement, il faut parfois. Ça te saoule un peu de devoir pousser les curseurs parfois. C'est trop chiant. J'aimerais vraiment pouvoir appeler ma vidéo sur, j'en sais rien, le métier de clé d'or et ses secrets, mais personne clique là-dessus. Donc, me plier aux règles de ce jeu, comme tout le monde doit le faire pour attirer du clic, ça me fait trop chier. Ça marche. Mais t'as pas le choix en fait. On n'est pas passé loin. Est-ce que rouler à 300 dans les rues de Tokyo avec la police qui te suit, c'est la plus grosse peur de ta vie? Non. La plus grosse peur de ma vie, je pense que c'est avant d'aller en Syrie. J'avais vraiment peur, j'étais vraiment pas serein. Ce qui a vite, encore une fois, été dédramatisé une fois que j'y étais. Par contre, oui, j'étais pas serein pour autant. J'étais vraiment les gars... Vraiment, vous conduisez comme des demeurés. En tout cas, pour ceux qui étaient de la street race. pour les drifters, ça allait, c'était assez safe. Pour les mecs qui conduisaient à 300 pour rejoindre Daikoku, il y a une séquence dans la vidéo où deux voitures se touchent. Là, j'étais en mode, la voiture, c'est une boîte de conserve qui n'a aucun airbag, rien. On est à ça du sol, on est à 300, j'ai pas de ceinture. Calma, les gars. Est-ce que c'était vraiment le meilleur choix de ma vie d'être là? Mais pas la plus grosse peur, mais j'étais pas serein. Ok. Est-ce qu'un jour tu comptes porter autre chose que du blanc, du noir ou du beige? Ça là m'a beaucoup fait rire. Oui, j'ai un sweat rose pâle et des chaussures rose pâle aussi. Je mets un peu de rose pâle. Je réfléchis aux autres couleurs que j'ai. J'aime bien le rouge. Mais c'est vrai que on est sur du 95-5 quoi, 95% de la garde-robe. On commence la diversification, mais c'est léger pour l'instant. C'est très timide, hein, mais non, c'est compliqué. Ok. Est-ce que tu as réussi à retrouver tes vidéos de Pyro sur jeuxvideo.fr? Non, alors pour ceux qui n'auraient pas la ref, j'ai commencé effectivement les toutes premières vidéos dont je parlais tout à l'heure, c'était dans la section vidéo des internautes de jeux vidéo, de feu jeuxvideo.fr qui a disparu entre temps. Et ouais, j'avais essayé avec comment s'appelle le Wayback Machine, c'est ça, de retourner sur le site et tout. Alors j'avais réussi à retrouver ma page de vidéaste sur jeuxvideo.fr et tout, mais j'ai jamais réussi à retrouver les vidéos puisqu'elles ont été supprimées. Wayback Machine ne sauvegarde qu'une certaine partie du code et pas les vidéos, donc il y a toute une partie de mes premières vidéos qui sont disparues. Le plus vieux qu'on peut retrouver de moi encore sur internet, c'est sur ma chaîne Dailymotion. En quelle année, t'as une idée? Ça devait être 2004. Même pas, j'ai passé mon bac en 2014, donc c'était avant 2010. Ok, au lycée. Ah oui, genre fin collège-lycée. Ouais, fin collège-lycée 2010 par là, ouais. Ok, donc t'avais déjà envie de faire des vidéos tôt de fou. Mais je crois que sur Dailymotion, il doit rester une vidéo de moi qui fait, mais celle-là elle est retrouvable, qui fait le tour du marché de Noël de Bordeaux à l'occasion d'un test d'Assassin's Creed 2. Ne me demande pas le rapport. Et j'ai une voix, salut tout le monde, on va faire le tour du marché de Noël. Ça, c'est catastrophique. T'es solo à te filmer au marché de Noël? Ouais. Et j'étais stressé de ouf. Enfin bref, il y a des vieux trucs qui traînent de moi sur internet. Mais non, celles de jeuxvideo.fr, je crois qu'elles sont perdues à jamais. Ok.
Et dernière question, est-ce que tu as racheté un autre combattant rouge depuis Stanislas? C'est un poisson, je précise. Ouais, j'avais un poisson combattant Stanislas que j'avais mis trop bien. Je m'étais vraiment, j'avais pris la bonne quantité d'eau, le pH mètre, tout. Je voulais vraiment que le poisson il soit dans de très bonnes conditions, pas juste un poisson de déco, quoi, vraiment. Voilà. Et il se trouve que à l'époque, je l'ai gardé plusieurs années et il y a eu un été où il y a eu une canicule et je galérais à rafraîchir son eau. Je galérais de ouf. J'avais pas la clim ni rien. Et malheureusement, la canicule a eu raison de lui, quoi. Son eau a été trop chaude trop longtemps, donc feu Stan. Ça m'a trop embêté parce que ça reste un être vivant et tout. Et donc non, j'ai jamais eu de poisson combattant depuis. Par contre, j'ai un chat, un Maine Coon que j'aime beaucoup. On a fini. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on est bon? Abonnez-vous à Hopster. Let's go. Merci. Merci à toi. C'était un plaisir. De même. Salut, merci d'être allé jusqu'au bout de l'interview. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner juste ici. Ça nous aide énormément. On sort une vidéo tous les lundis à 18h. Donc activez la cloche pour ne rien rater. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ces interviews. À la semaine prochaine.